Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien avec un journal ce soir présenté par Enzo Maubert. Bonsoir Laure et bonsoir à tous. Alors au menu ce soir, on va parler d'histoire. Il y a 230 ans jour pour jour, la bataille du Mans. Et oui, un sacré menu Laure. C'était les 12 et 13 décembre 1793. Le Mans voit s'affronter royalistes et républicains. Le combat se termine par un massacre, près de 3000 morts. 2 siècles après, le sujet fait encore débat parfois. Une journée d'études aura lieu ce vendredi 8 décembre avec des spécialistes. On en parle avec l'historien Stéphane Tison. Et puis dans la deuxième partie, dans Au Quotidien la suite, on parle d'histoire également avec non pas un invité mais un magnéto long format. On a suivi les élèves du lycée Yourcenar en plein travail de mémoire sur la déportation, vous le verrez. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du jeudi 7 décembre, un succès populaire pour le film du centenaire des 24 heures du Mans. Et oui, 6 salles de cinéma pleines à craquer au CGR de Saint-Saturnin. Le film de la course a, semble-t-il, séduit le public, venu tourner définitivement la page de cette édition exceptionnelle. Les prix de l'énergie augmentent aussi pour les collectivités. Dans le Sud-Sarthe, l'une d'entre elles va voir sa facture grimper de 100 000 € par an. Une véritable douche froide pour les élus. Et puis en fin de JT, nous reviendrons donc sur la bataille du Mans de 1793 avec notre invité Stéphane Tison. L'événement ce mercredi soir, c'était un film, des pilotes et beaucoup de monde au CGR, n'est-ce pas? Et oui, c'était un peu l'ultime célébration de cette édition du centenaire des 24 heures. 6 salles de cinéma complètes pour la première projection du film qui retrace la course de cette année. Le rendez-vous était fixé par l'Automobile Club de l'Ouest au CGR Saint-Saturnin. 1700 personnes ont pu revivre l'émotion de la course et rencontrer aussi les pilotes vainqueurs sur Ferrari, Anthony Piton. L'ACO prend possession du CGR et le cinéma affiche complet. Le film du centenaire est projeté devant 1700 spectateurs. Parmi eux, 2 pilotes italiens qui ont drapé de rouge cette édition 2023. C'est génial d'être de retour au Mans 6 mois après. Vous savez, ça a été 6 mois complètement fous. Mais c'était une victoire historique et c'est génial de revenir ici et de célébrer cette victoire en regardant ce film. Donc oui, je suis très heureux. La séance d'autographe va durer plus d'1 heure devant la foule de fans. Pour chacun d'eux, les souvenirs sont toujours bien présents. À certains moments, il y avait tellement de batailles qu'on ne savait pas qui c'est qui était en tête. Et ça c'était beau parce que les années précédentes c'était plus compliqué parce qu'il y avait Toyota avec des constructeurs avec moins de budget. Et là c'était plutôt sympathique de voir que des constructeurs se battre pour la victoire et le podium. Sous la pluie, des espoirs naissent, d'autres disparaissent. Toutes les émotions qu'on a pu vivre pendant ces 24 heures qui resteront vraiment gravées dans nos mémoires. On a eu une course extraordinaire, on avait un plateau extraordinaire, on a eu tout ce qui peut arriver au Mans, la pluie à un endroit, pas à l'autre, des changements de leader incessants, une bagarre quasiment jusqu'à la fin. Et puis, il y a eu l'engouement populaire, qui se mesure une fois encore lors de cette projection. Ça représente bien l'ambiance qu'il y avait, l'émotion qu'on a ressentie. Très beau film. Et le film, il retrace bien, oui. Il y a même des parties du film que je n'avais pas vues. Face au succès, le film sera projeté jusqu'au mardi 12 décembre au cinéma CGR de Saint-Saturnin. Quant à la prochaine édition des 24 heures, elle est déjà à guichet fermé. La légende du sport s'écrit au présent et restera éternelle. Et d'ailleurs, toujours sur cette thématique, la chaîne L'Équipe restera diffuseur des 2 prochaines éditions. Et oui, le directeur de la chaîne annonce au journal Ouest France que L'Équipe a donc renouvelé son contrat avec l'ACO pour 2024 et 2025. Les coûts des droits restent confidentiels, mais c'est l'une des retransmissions les plus chères de la chaîne d'après son directeur. Un événement qui coûte de l'argent, mais qui fait de l'audience. Pour l'édition du centenaire, 1,4 million de personnes ont suivi le départ en direct. Pour la prochaine édition, le dispositif devrait rester le même avec environ 30 heures de direct sur toute la semaine.
Allez, fait divers à présent, un vol pour le moins étonnant à Beaumont-sur-Sarthe. Et oui, Laure, un homme a été condamné mercredi à 30 mois de prison ferme pour avoir dérobé l'arme de service et l'uniforme d'un gendarme. Un vol commis dans la nuit du 26 au 27 novembre au sein même de la gendarmerie, dans l'un des logements de fonction. L'homme dit être entré sans difficulté en escaladant un grillage. Il devait remettre l'arme et la tenue à un ami rencontré en prison en échange d'une somme d'argent. À la suite du procès, il a été incarcéré immédiatement. Allez, dans cette communauté de communes, la facture de gaz et d'électricité explose. Et oui, dans le Sud-Sarthe, les élus ont été contraints d'accepter une hausse de 100% pour l'électricité et de 50% pour le gaz à partir du 1er janvier 2024, et ce pour 2 ans. Une vraie douche froide et une pilule qui a bien du mal à passer pour le président de la communauté de communes, Alexandre Ferrer. Coup de chaud sur les prix de l'énergie dans la communauté de communes Sud-Sarthe. Depuis 3 ans, la collectivité bénéficie d'un tarif bloqué sur l'électricité et le gaz. Mais à partir du 1er janvier 2024, le maire de Mansigné ne pensait pas voir sa facture d'électricité autant augmenter. On n'a jamais subi 21, 22, 23 l'augmentation que beaucoup de ménages, beaucoup de collectivités ont déjà subi. Mais pas le double. C'est pour ça que je disais 50% certainement. Mais on n'est pas à 50%, on est à 100%, voire 120%. Pour une catégorie. Sur la période 2022, la facture d'électricité s'élevait à 110 000 €. En 2024 et 2025, elle s'élèvera à hauteur de 220 000 € par an. Une élévation qui s'explique notamment par la concurrence des acteurs de l'énergie. Les tarifs de gaz proposés par EDF ne sont pas non plus épargnés. Eh bien, de 105 €, le même tonnage sera sur une facture de 186 €. Donc on est quasiment sur des factures qui vont doubler. Quels que soient les systèmes. Aubigné-Racan et la Chapelle-aux-Choux ne faisant pas partie du groupement d'achat, 17 communes sur 19 de la collectivité sont concernées par ces augmentations. Le président le promet, elles n'auront pas de répercussions sur les particuliers. Il est hors de question d'ajuster les nouvelles dépenses par des nouveaux impôts. Ce que les contribuables subissent eux-mêmes, on ne va pas les faire subir pour le nom de la collectivité. Je pense que c'est une décision plutôt nationale où il faut cadrer les prix. Pour limiter la consommation d'énergie, des dispositifs sont mis en place dans certains établissements publics. C'est le cas au gymnase de Pont-Valin. Avec ce système, on met des jetons à disposition aux associations, aux utilisateurs. Ça enclenche et ça fait progresser le chauffage, mais on sait que 30 minutes après, ça se recoupe. Des programmations de rénovation énergétique vont également être réalisées ces 3 prochaines années, mais le maire compte avant tout miser sur la sobriété. On fait un saut dans le temps. C'est un combat qui a marqué l'histoire du Mans et de la France. La bataille des 12 et 13 décembre 1793. La ville du Mans organise une journée d'études pour mieux la comprendre 230 ans après. On en parle avec notre invité Stéphane Tizon, maître de conférences en histoire à l'Université du Mans. Bonsoir Stéphane Tizon. Bonsoir. On l'a appelé, c'est vrai, la bataille du Mans. Alors on va se remettre un peu dans le contexte. Nous sommes au lendemain de la Révolution, en pleine guerre de Vendée, entre les royalistes et les républicains. Comment ce conflit arrive-t-il aux portes du Mans ? Alors on est en effet en pleine Révolution. La République a été proclamée un peu plus d'1 an auparavant. Et elle est à ce moment-là en guerre contre les États européens. Et puis à l'intérieur, des oppositions se développent, des révoltes, alors en Provence, en Normandie, mais surtout dans l'Ouest, contre la politique religieuse de la République, contre surtout la levée en masse, c'est-à-dire un service militaire qui est imposé aux paysans, qu'ils ne faisaient pas jusque-là, qui leur rappelle des mauvais souvenirs de l'Ancien Régime et de la milice, avec une ponction humaine dans les villages. Et donc c'est surtout cela qui va déclencher cette révolte, qui va progressivement se transformer en une véritable guerre civile. Et donc les Vendéens s'emparent de la ville, Le Mans, le 10 décembre. Mais très vite, les soldats, les Vendéens, vont se retrouver très affaiblis pour la tenir. Et donc ça va être une répression, on peut le dire, sanglante après par les républicains. Oui, on a des combats. On parle toujours d'une bataille du 12 et 13 décembre. C'est vraiment le moment des combats. Mais la ville est investie, vous l'avez dit, le 10 décembre par les Vendéens. Donc des combats qui ont lieu de Pontlieu jusqu'à la place actuelle de la République, place des Halles à l'époque. Et en effet, alors il y a les morts dans les combats. Il y en a aussi dans une panique, dans la mesure où lorsque les Républicains arrivent, on a un mouvement de foule sur le seul pont qui traverse la Sarthe, le pont Perrin à l'époque. Et donc on a un effet de masse avec beaucoup de gens qui vont soit se noyer, soit être piétinés. Et puis on a une répression qui est menée par les troupes républicaines jusqu'au 14 et 15 décembre.
On utilise souvent le mot massacre. Est-ce que c'est approprié comme mot pour parler de la fin de cette bataille finalement? Pour la fin de la bataille, oui, clairement, il y a des massacres. Tous les historiens s'accordent sur ce terme aujourd'hui, dans la mesure où vous avez vraiment des violences atroces qui vont être perpétrées et qui vont être finalement, auxquelles vont mettre fin les généraux qui commandent l'armée en faisant battre la générale, comme on dit, c'est-à-dire rassembler les hommes, ce qui va mettre fin momentanément à ces représailles, puis on passe ensuite à des représailles judiciaires. Aujourd'hui, on sait à peu près combien il y a eu de morts pendant ces 2 jours au Mans? Alors, il est difficile d'établir des chiffres très précis. Les études les plus sérieuses évoquent 2500 à 3000 morts donc pour ces 3 raisons que j'ai évoquées. Et puis on a ensuite d'autres représailles qui se poursuivent puisque les troupes vont continuer à arrêter des fuyards jusqu'à Laval. Et donc sur tout le long de la route du Mans à Laval, on a également des exécutions sommaires qui sont perpétrées. Alors d'ailleurs, il y a quelques années, en 2009-2010, on a retrouvé une partie finalement du charnier de ces morts. C'était à la place des Jacobins. Là, actuellement, où il y a les quinconces par des fouilles archéologiques. Est-ce que ça a eu des conséquences politiques, cette bataille, après pour la suite, au Mans, mais aussi en France, finalement? Alors, sur la Sarthe, à l'époque, oui, puisqu'une partie de la Sarthe va aussi passer à la chouannerie en représailles, de ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, du point de vue national, on le sait bien, c'est une guerre des mémoires qui va durer jusqu'à nos jours. Il est clair que officiellement, la République n'a jamais porté un discours officiel sur cette guerre civile. Et donc, c'est tout à l'honneur, je dirais, de la ville du Mans de vouloir poser le débat du point de vue scientifique, de porter un regard commémoratif. Et c'est la volonté du maire d'avoir voulu organiser cet événement de telle manière à ce que l'on suscite un débat entouré de scientifiques qui vont évoquer et débattre de ces questions en présence d'un public. C'est vrai que c'est un événement important et pourtant il y a assez peu de monuments mémoriels finalement. Je crois qu'il y a une plaque dans le Vieux-Mans pour célébrer cette bataille, mais assez peu de monuments. Comment on peut l'expliquer? C'est un sujet, comme vous le disiez, qui est encore un peu tabou, qui fait même parfois débat entre les historiens? C'est un sujet qui... Alors entre historiens, il y a bien sûr des débats, bien entendu. Ça fait partie de notre fonction. Il y en a évidemment du point de vue politique. Et c'est vrai que au Mans, il n'y a jamais eu jusqu'alors de discours officiel qui soit porté. C'est la première fois, d'une certaine manière, qu'une autorité municipale décide de poser cette question, de poser ce regard commémoratif. Donc on envisage justement aussi la mise en place de panneaux commémoratifs qui évoqueront les stades de la bataille, en lien d'ailleurs avec des travaux menés par des étudiants en licence 3, sous la direction de mon collègue Benoît Musset, et puis avec l'association des Amis de René Levasseur et de la Révolution française. Et donc vous le disiez, il y a cette journée finalement auquel vous participez, bien évidemment, au musée Jean-Claude Boulard. C'est ce vendredi à partir de 9h, une journée d'études, on peut dire un cycle de conférences sur le sujet. Exactement, une journée complète qui mettra en valeur à la fois les faits, de telle manière à les établir, de montrer dans quelle mesure cette violence s'inscrit dans un processus et politique et social à l'époque, l'inscrire dans son contexte. Et puis on analysera évidemment les traces sur le temps plus ou moins long et jusqu'à la mémoire, donc avec des historiens reconnus sur le sujet, Alain Gérard notamment, qui était longtemps président du Souvenir vendéen, et puis Jean-Clément Martin, qui est deux figures, je dirais, un peu historiques de l'histoire de ce sujet. Donc pour ceux qui nous regardent, ça se déroule ce vendredi 8 décembre, c'est au musée Jean-Claude Boulard, Carré Plantagenet. C'est dès 9h et donc on peut préciser que c'est évidemment gratuit. Gratuit et ouvert à tous dans les limites des places disponibles. Merci beaucoup Stéphane Tison. Merci à vous. Un dernier mot de sport, si vous le voulez bien, Enzo. Oui. Le MSB qualifié pour la suite de la Basket Champions League. Exactement. Les Tangos se sont imposés contre les Grecs de Péristeri en banlieue d'Athènes. Le début de match s'est montré assez compliqué. Les joueurs d'Éric Delors comptaient jusqu'à 15 points de retard, mais devant quelques supporters. Le Mans se réveille. Matt Lewis inscrit 22 points au shoot. Le Mans l'emporte 86-78, assure la deuxième place du groupe et se qualifie pour le tour suivant, le play-in. A noter que Tyrone de la Thibaudière, arrivé en tant que pigiste médical, prolonge jusqu'au 8 janvier son contrat. Il compense donc l'absence d'Abdoulaye Ndoye au MSB.
Allez, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve tout de suite après pour Au Quotidien. La suite, à tout de suite. Bonsoir. Eh bien, la pluie présente depuis ce matin va continuer de nous intéresser tout au long de la soirée sur l'ensemble de la Sarthe. Évidemment, vous allez voir que le ciel va rester couvert. Les températures, forcément, sous cette grisaille très douce, apportée par ce flux maritime, les températures en milieu de soirée seront toujours voisines de 10 degrés de prévu au Mans. L'évolution, donc, pour ce vendredi, peu de changements, si ce n'est qu'au petit matin, les pluies vont peu à peu s'estomper. Il y aura encore des précipitations éparses plutôt sur l'est du département. Elles vont devenir de plus en plus rares, d'ailleurs, au fil des heures. Et vous voyez évidemment les températures au petit matin, 7 à 9 degrés. On est très largement au-dessus des normales de saison. On va dire les températures au lever du jour sont quasiment les températures qu'on est en droit d'attendre l'après-midi. Regardez justement votre après-midi de vendredi. Retour de quelques éclaircies, on est à l'arrière de la perturbation, mais avec un mercure qui grimpe. Là, cette fois, on est 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison, puisqu'on attend au maximum l'après-midi entre 11 et 13 degrés sur l'ensemble du département, 13 degrés de prévu au Mans. On jette un petit coup d'œil sur samedi. Allez, voyez, une journée un peu calme. Et c'est reparti pour samedi, les pluies et de la douceur. Alors, douceur, évidemment, côté température. 10 à 12 degrés, ce sont les maximales prévues l'après-midi. Il y aura un peu de pluie, on attend 12 degrés au Mans, et c'est un peu la même configuration qu'on aura tout au long de cette semaine et pour le week-end, une alternance donc de passages nuageux et de pluie. Regardez dimanche, là la pluie va nous accompagner de nouveau quasiment toute la journée, du matin jusqu'au soir, toujours sur une grande douceur côté température, puisque les maximales resteront comprises entre 12 et 13 degrés. Voilà donc pour votre agenda. N'oubliez pas de fêter Frida ce vendredi. Passez une excellente journée. Et n'oubliez pas votre parapluie. Bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi 7 décembre. On commence avec la qualité de l'air, vous le savez, avec notre partenaire RPI de la Loire. Ce jeudi, elle était moyenne, elle le reste vendredi. Principal polluant, toujours l'ozone en provenance de l'ouest et de l'océan. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le vent d'ouest et de sud-ouest est présent, en plus des pluies en ce moment. Et c'est ce vent donc, qui nous ramène ce polluant, présent en ville, mais aussi et surtout à la campagne. Allez Enzo, on continue à parler histoire. Enzo. Exactement, c'est une quotidienne histoire aujourd'hui, puisqu'on va direction le lycée Yourcenar, où des élèves travaillent sur la déportation et le devoir de mémoire. Ils vont le faire toute l'année. Ils ont assisté la semaine dernière à un mini-colloque avec le chercheur Yves Moreau. Il a créé le site internet Les Déportés de la Sarthe. Et ils ont aussi rencontré Jacques Benroubi, fils de Maurice, un homme déporté entre 1942 et 1945. Regardez ce long format signé Colin Ancel. Au lycée Yourcenar, on met en avant le devoir de mémoire. Des élèves de terminale qui participent à la 2e saison de Parler Vivant, un podcast immersif réalisé sur l'année scolaire. La première saison est sortie ce lundi 4 décembre. La deuxième se lance en partie par cet échange avec Jacques Benroubi et Yves Moreau. J'ai recensé l'intégralité des déportés juifs de la Sarthe, c'est-à-dire des gens qui ont été arrêtés dans la Sarthe et qui ensuite ont été déportés à Auschwitz ou dans d'autres camps de concentration. Maurice Benroubi, et qui a été déporté en juillet 1942, à la même date que la rafle du Veldiv, emmené au grand séminaire d'Angers et de là, directement le 20 juillet, amené à Auschwitz. Et lui, il avait une telle force de caractère qu'il a réussi à revenir, à être survivant, à échapper à toute cette horreur, à revenir vivant des camps. Oui, c'est un livre important parce qu'en effet, c'est ce que mon père a écrit de son témoignage de sa déportation qui commence en 1942 et juillet 1942, il est arrêté en juillet 1942 et il sort, il ne revient des camps que fin 1944-1945. Je pense à comment il a pu avertir ma mère parce qu'il a eu le droit de lui envoyer une lettre et il a dit tu sais, on est très bien traité ici, tout le monde va bien, et tous nos amis ont retrouvé Nono.
Et Nono, c'était le grand-père d'une autre famille, la famille Hanen, qui était mort en 40. Des anecdotes, beaucoup, issues d'un livre qui provoque toujours de grosses émotions à Jacques, né en 1950. Ces journaux familiaux écrits par son père et sa mère, eux qui ont caché à leur fils qu'il était juif. C'est un jour une femme qui avait toute sa famille déportée, et elle était à la maison, elle dit « Mais il faut lui dire qu'il est juif, pourquoi vous ne lui dites pas ?» Ils ont tiré la gueule un peu parce qu'ils ne voulaient pas, mais finalement c'est comme ça que j'ai pu savoir leur identité était cachée, parce qu'ils n'avaient pas envie de savoir, de dire qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient encore terrorisés. Quand j'étais petit, je faisais des tas de cauchemars. J'étais toujours enlevé. Je voyais que j'étais tout le temps enlevé. Il y avait des gens qui venaient et qui me prenaient. J'avais peur. Je me réveillais en pleurant. Pour moi, c'est ce qui constitue mon histoire personnelle. Jacques, lui, est devenu psychiatre. Des parcours de vie, il y en a plusieurs. Yves Moreau cherche à les retracer depuis plus de 15 ans. J'y travaille depuis 2006. C'est le début de mes recherches. Quand j'ai découvert qu'une petite fille de mon village avait été déportée alors que j'ignorais complètement ce fait. Et c'est ça qui a tout déclenché. Et depuis ce temps-là, je consacre une partie de mon temps à recueillir le maximum d'informations sur tous ces déportés. Alors j'ai cherché aussi les juifs qui ont été recensés dans la Sarthe et qui n'ont pas été déportés, qui ont réussi à échapper, plus tous ceux qui n'ont pas du tout été recensés et qui étaient cachés et qui eux aussi ont échappé. Donc ça, c'est encore deux choses différentes. Et puis j'ai recensé aussi les justes, c'est-à-dire les justes parmi les nations, c'est-à-dire les personnes qui ont sauvé des enfants ou des familles au péril de leur vie. Et il y en a 82 dans la Sarthe. Et je les ai recensés intégralement. Et sur le devoir de mémoire, c'est très important pour vous de transmettre ça à ces jeunes élèves? Alors c'est très important parce que je dirais qu'actuellement, les derniers témoins disparaissent. Les derniers témoins de cette époque-là. Et donc, moi, je transmets un petit peu leur mémoire. En lisant le livre, je pense qu'ils seront émus de lire un tel témoignage, aussi authentique et aussi bien raconté, autant à travers les lettres fictives, enfin le journal que ma mère tient, et aussi au jour le jour sur les événements qu'elle subit dans la peur et la crainte de se faire arrêter. Et quant à mon père, il écrit après-guerre pour pouvoir témoigner de tout ce qu'il a vécu. Des témoignages et des récits poignants que tentent de mettre en avant ces élèves de terminale. Ils enregistreront la 2e saison de Parler Vivant tout au long de cette année scolaire. Des témoignages forts recueillis par Colin Ancel. Allez, on joue à présent sur LMTV. On vous fait gagner des places, des entrées pour la bourse d'échange d'Arnage le dimanche 17 décembre. Enzo est fan. Il y a des miniatures, oui, il y a des petits trains, je crois. Des jouets, des trains. Je sens que vous allez y faire un tour. Et vous aurez même, si vous gagnez, un cadeau sur place, une affiche originale des 24 heures du Mans ou du Mans classique. Pas de questions cette semaine, on est sympa. Juste une participation, un petit mot à jeu@lmtv.fr. Jeu au pluriel, vous le voyez, @lmtv.fr. Bonne chance à tous. C'est tout simple. Qui est-ce qu'on reçoit ce vendredi? Alors, on va parler préparation physique et mentale. C'est pour moi, tout autre sujet. Ça s'appelle la Team MAM. C'est une association qui épaule les sportifs sartois, bien souvent des jeunes d'ailleurs, très prometteurs et de haut niveau. On en discute avec le président de l'association, Florent Blu. Et puis, dans la suite, on va passer du sport à l'art, puisqu'on va recevoir le président du FIA, le Fonds international d'art actuel, qui organise une vente de Noël. Voilà pour ce vendredi. Qu'est-ce qu'on regarde là maintenant tout de suite, sur c'est LMTV culturel avec oui. Chloé Bergerat. Bon. On souhaite une bonne soirée à nos téléspectateurs. Et à Chloé aussi. Bonne émission. Au revoir. Salut.